Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Esprit public en direct jusqu'à midi pour une émission exceptionnelle consacrée à l'enseignement de la laïcité et des valeurs de la République au lendemain des hommages rendus à Samuel Paty, professeur d'histoire géographique il y a un an à l'expression. Avec nous le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui sera questionné, interpellé, contesté ou approuvé par 4 intervenantes. La professeure agrégée et ancienne ministre Aurélie Filippetti, la philosophe Monique Cantos-Perber, la sociologue présidente du Conseil des sages de la laïcité Dominique Schnapper et l'essayiste et comédienne Rachel Kahn. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Une question au préalable. Que retenez-vous des expressions, des comportements, des débats qui ont traversé l'institution éducative à l'occasion de cette commémoration ces derniers jours? Je dirais le mot dignité, parce que ce qui s'est passé vendredi et samedi, c'est d'abord caractérisé par de la dignité. On parle souvent des dissensions, on parle souvent des contestations, on parle souvent des difficultés, et on a raison, parce qu'il y en a, mais ça ne doit pas masquer le fait qu'il y a aussi une immense majorité des acteurs pour se réunir, pour dire l'essentiel, qui est simple d'ailleurs, et qu'on doit défendre la liberté, la République et nos valeurs. Donc c'est ce qui s'est passé vendredi. Et comme je vais beaucoup à la rencontre des élèves dans ces moments-là, et des professeurs aussi bien sûr, ce qui me frappe, c'est surtout que l'essentiel est compris et l'essentiel est commémoré. Vous trouvez que l'école a fait corps et a fait bloc cette semaine? Oui, parfois il faut savoir désigner les problèmes. Encore une fois, je ne dis pas ça pour les masquer, on en parlera certainement. Et des problèmes, il y en a. Je ne suis pas le dernier à l'avoir dit dès 2017. Des problèmes, il y en a encore. Donc que je me fasse bien comprendre. Nous devons les regarder en face et les traiter. Mais faire cela ne doit pas masquer le fait que ce que l'on a vu vendredi et samedi, c'est à la fois des élèves vendredi et une population française samedi dans différents lieux de France unis pour dire qu'on n'accepte pas l'inacceptable. Aurélie Filippetti. Oui, tout d'abord, je voudrais évidemment m'associer à tous les hommages pour Samuel Paty, ce professeur qui est mort pour avoir enseigné, pour avoir exercé son métier. Et je voudrais aussi témoigner de la solidarité avec tous les enseignants. C'est peut-être ça sur lequel d'ailleurs j'ai envie d'entendre le ministre, c'est qu'aujourd'hui les enseignants sont à la fois en première ligne, parfois dans des conditions sociales, matérielles extrêmement difficiles, et en plus, ils se retrouvent de temps à autre dans les médias en position d'accusés. Et je crois que ça, c'est quand même extrêmement grave et extrêmement dommageable pour l'exercice de leur métier. Moi, je ne connais quasiment que des enseignants qui cherchent tous, évidemment, à transmettre nos savoirs, bien sûr, ceux qui ont été validés, définis comme devant être transmis par l'école de la République. Et je ne connais que des enseignants qui cherchent à faire le mieux possible ce travail. Et aussi bien d'ailleurs dans le secondaire qu'à l'université. Et donc je ne comprends pas que parfois on veuille jeter l'opprobre sur des enseignants qui vraiment se trouvent, sont justement aux avant-postes de la défense, non seulement évidemment de la laïcité, mais de tout ce qui tient la société française dans ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Par exemple, à quoi pensez-vous ? Je pense aux attaques qui sont parfois faites contre certains enseignants en disant finalement ils sont trop laxistes, trop complaisants dans leurs établissements, ils n'enseignent plus la laïcité. Enfin, je veux dire, on sait très bien que la manière d'enseigner les principes de la République, c'est pas du tout évident. D'ailleurs, je pense que si on interrogeait n'importe quel Français sur les définitions de la laïcité, ça serait très difficile pour eux d'y répondre concrètement. Donc, il faut les accompagner, les enseignants, et de même à l'université. Moi, quand j'entends vraiment les attaques contre l'université française en ce moment, puisque j'enseigne dans le supérieur, j'ai l'impression qu'en fait, on parle de choses qui sont dans un autre monde, enfin, qu'on construit en fait par un discours, quelque chose qui soit n'existe pas, soit vraiment est extrêmement marginal. L'université française, ce ne sont pas les campus américains, et ce sont des gens qui, avec évidemment
l'augmentation du nombre d'élèves dans l'enseignement supérieur, eh bien, ont à gérer notamment des classes populaires qui maintenant arrivent dans l'enseignement supérieur, et c'est une très bonne chose, et qui font vraiment de leur mieux pour leur transmettre tous ces savoirs, et en plus, évidemment, pour les aider à être pleinement citoyens de notre République. Jean-Michel Blanquer. Il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Aurélie Filippetti. D'ailleurs, je suis d'accord pour l'essentiel. D'ailleurs, là où on est déjà en train de se rejoindre, c'est dans le fait que finalement, de quoi parle-t-on ? On parle de l'immense majorité des élèves, l'immense majorité des professeurs, en réalité unis autour des valeurs de la République, du principe de liberté. Et puis après, il peut y avoir des minorités. C'est souvent ce qu'on regarde et ce qu'on voit le plus. Et donc, il faut ni faire comme si ça n'existait pas, ni faire comme si c'était la majorité de la réalité. Et c'est un peu ce que vient de dire, c'est le deuxième point que vient de dire Aurélie Filippetti. Et donc, en ce sens, je suis d'accord. Sur la question du professeur et de la place du professeur dans tout cela, là aussi, je suis d'accord. Et d'ailleurs, vendredi, le message que j'avais demandé que l'on passe, d'abord et avant tout, c'était celui du respect du professeur. Pas seulement vis-à-vis des élèves d'ailleurs, mais c'est vis-à-vis de la société française. Le discours que nous tenons les uns et les autres sur ce qu'est le professeur, ce que nous faisons au quotidien dans la relation avec les professeurs, tout ceci a beaucoup d'importance. Je dirais qu'aujourd'hui, moins il y a d'exigences dans la cellule familiale vis-à-vis de l'enfant, plus il y a d'exigences vis-à-vis du professeur. Et c'est un peu un paradoxe, enfin un semi-paradoxe, qui s'explique facilement malheureusement, et qui doit cesser. C'est-à-dire que le professeur doit être une figure très respectée. La crise sanitaire, entre parenthèses, a été l'occasion de montrer l'importance du professeur dans notre société. Et je dis sans arrêt que ça doit être l'occasion de repositionner au centre cette figure qui est majeure et dont nous allons avoir encore plus besoin que dans le passé, au XXIe siècle. Donc, par rapport à une forme de cliché, ou en tout cas de pensée facile, qui consisterait à penser qu'il y a une sorte de déclin naturel de la fonction professorale dans le monde au XXIe siècle, du fait des mutations technologiques et de l'évolution de nos sociétés, je pense exactement l'inverse. Je pense que le professeur va être de plus en plus important pour compenser les risques de déshumanisation de notre société. Et donc, ce message-là, il doit passer. Ça passe par un respect très classique, par ailleurs, du professeur au quotidien dans la classe. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'institution dont j'ai la responsabilité a aussi un rôle pour soutenir le professeur. Et c'est là aussi mon message depuis 2017, il est très clair. Je sais qu'après, soit on en doute, soit c'est pas exactement ce qui se passe toujours sur le terrain, mais parce que ce sont des mouvements lents pour arriver à bien faire pénétrer cette logique. Mais en tout cas, c'est celle que je porte, et elle est portée par des choses concrètes, comme le Conseil des sages de la laïcité qui a défini des règles en matière de laïcité, et puis les équipes qu'on a créées dans les rectorats pour venir en soutien des établissements quand il y a violation de la laïcité ou même de valeurs de la République. Soutien et plan de formation, on en parlera sans doute un peu plus tard. Monique Cantos-Perber. Il y a d'abord, bien sûr, une pensée de fraternité et de collègues, d'ailleurs, pour ce cas, les terribles attentats dont a été victime Samuel Paty, pour sa famille, pour les professeurs du collège où il enseignait et pour tout le monde enseignant. Mais je voudrais, si vous voulez, puisque beaucoup de choses importantes ont été dites, en venir à l'essentiel du sujet, c'est-à-dire l'enseignement de la laïcité. D'ailleurs, Aurélie Filippetti est invitée en disant, au fond, les Français savent-ils encore ce que représente la laïcité en France ? Alors, permettez-moi d'avancer quelques rappels qui, je crois, doivent être aujourd'hui dans ce qui est notre idéal républicain à tous, républicain libéral. J'insiste sur ce point, cette grande tradition qui s'est mise en place à la fin du XIXe siècle. Ce que doivent être, selon moi, les principes de la laïcité, au fond, c'est très simple. La loi de 1905, qui a installé ce régime de ce qu'on appelle la laïcité à la française, est d'abord une loi de liberté. C'est vraiment son article essentiel. Elle reconnaît la liberté de conscience et la pratique des cultes. Mais c'est également donc une loi qui protège le croyant, bien sûr, à condition, et l'expression de la croyance, y compris dans l'espace public, à condition évidemment qu'il n'exerce aucune intimidation ou prosélytisme, évidemment qu'il ne mette pas en cause la liberté des autres, les croyances des autres, mais qui est une loi qui en même temps préserve l'espace public, les normes communes. Et c'est cette articulation qui est au cœur du pacte républicain, la liberté individuelle dans une communauté où les libertés se limitent l'une l'autre. Ça, c'est une chose très importante parce que dans l'esprit de la loi de laïcité, l'espace public est un espace neutre, pas laïque. Ce qui est laïque,
c'est l'action de l'État, l'action publique. Cette différence est extrêmement importante. C'est ce qui explique que l'on puisse se promener avec portant des signes religieux qui ne sont pas invasifs, encore une fois, j'insiste sur ce point, dans l'espace public, mais qu'il est hors de question d'arborer de tels signes dans le service public. Souvent, je cite cette remarquable expression d'Aristide Briand qui répondait à Chabert, disciple d'Émile Combes, dans les débats qui ont précédé le vote de la loi sur la laïcité, en disant « Toute personne peut se promener en soutane dans la rue, même un religieux ». Alors évidemment, ce bel idéal de la laïcité est confronté à des problèmes extrêmement graves aujourd'hui. D'ailleurs, en 2004, Paul Ricoeur et moi avons signé une tribune dans Le Monde lorsque les débats flambaient autour de la préparation de la loi de 2004 sur le port des signes religieux à l'école. Et nous posions la question. Une question qui, je crois, est encore d'actualité. Les enseignants, les fonctionnaires et tous ceux qui travaillent dans les activités de service public sont bien sûr des agents du service public, donc notre laïcité absolue. Mais les élèves, est-ce que les élèves sont laïcs ? Est-ce que les parents d'élèves sont laïcs ? La question est ouverte. Alors, la loi de 2004 a tranché, elle a imposé aux élèves un code de laïcité quand ils étaient dans le lycée, avec des effets très positifs, donc l'affaire est réglée. Mais la question persiste. Et si vous voulez, ce à quoi je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, ce bel idéal est soumis à des pressions tout à fait nouvelles. Pressions, évidemment, de groupes religieux qui veulent installer une forme d'emprise ou de prosélytisme quasi institutionnel dans les écoles. N'oublions pas qu'en 1902, Anatole Leroy-Beaulieu publiait un livre qui s'appelait « Doctrine de la haine ». Donc, d'une certaine façon, la situation était comparable. Là, il s'agissait de la haine des ultra-anticléricaux contre les catholiques, contre les francs-maçons et contre les juifs. Mais par ailleurs, il y a aujourd'hui une confusion conceptuelle entre les actes, le respect de la liberté des autres, le respect des normes communes, et puis le ressenti que les personnes ont. Imposer à un enfant, exiger d'un enfant qui parle parfaitement la langue française, qui soit capable et qu'il ait une familiarité avec le corpus littéraire français ou philosophique français extraordinaire que nous avons comme un héritage à transmettre, ne signifie pas que sa culture soit niée. Et si cet enfant ou son entourage le perçoit comme une atteinte et une négation de son identité, ces choses-là doivent être... On doit essayer de les comprendre, mais on ne doit en aucun cas les justifier. Et ça ne peut en aucun cas légitimer un refus de ce qui est enseigné en classe. Donc cette différence entre le respect qui est dû à chaque enfant, quelles que soient ses origines sociales ou autres, et ce qui est exigé de lui au nom des règles communes, le refus de prendre en compte la manière dont les choses sont ressenties comme éléments qui amèneraient à modifier, par exemple, le programme scolaire ou les interactions avec les élèves, ça, c'est une chose tout à fait inadmissible. Sinon, on entre dans une pratique de l'enseignement, dans une pratique de la transmission scolaire, où, au nom d'une laïcité mal comprise, où il faudrait faire droit à toutes les identités et à toutes les revendications qui peuvent découler de certaines perceptions, on modifierait ce qui est essentiel dans l'acte même de la transmission. Donc, ce qui me paraît important, c'est de garder cette idée de neutralité et surtout d'expliquer, c'est la grande tâche des enseignants, d'expliquer que ce qui est exigé d'un enfant est d'abord d'avoir tous les outils qui permettent tous les atouts de liberté qui permettent d'évoluer dans un monde commun. Il pourra faire valoir ses identités. Ensuite, comme disait Voltaire, chacun va au ciel comme il l'entend. Mais le respect des normes communes et de ces contenus d'enseignement qui font le socle, qui incarnent ces normes communes, est absolument essentiel. C'est la tâche difficile des enseignants et c'est au cœur de la notion de laïcité aujourd'hui. Tâche difficile, effectivement, en rappelant que l'enfant ne vit pas dans une bulle, dans la bulle de l'institution scolaire, mais qu'il passe sans doute plus de temps devant son smartphone que dans sa salle de classe, d'une part, et d'autre part, il y a un environnement familial. Interdit au collège désormais. Smartphone qui est désormais interdit au collège. Interdit au collège, mais enfin, en dehors des heures de cours, ils sont là. Et puis vous avez évoqué les parents, Monique Andos-Perber et Jean-Michel Blanquer. Est-ce qu'il faudrait appeler les chefs d'établissement et les professeurs à s'adresser aux parents et pas seulement aux élèves ? Si sur une question de laïcité, les élèves sont pris dans un conflit de loyauté entre leurs parents et l'école, le choix risque d'être vite fait, non ?
De façon générale, la réponse est forcément oui à une telle question, puisque vous savez, la relation parent-école, dans le monde entier, dans tous les systèmes scolaires, s'analyse comme un des facteurs principaux de réussite d'un système scolaire. Le premier facteur de réussite d'un système scolaire, c'est la formation des professeurs, la qualité du recrutement et de la formation des professeurs. Et le deuxième facteur de réussite d'un système scolaire, c'est la bonne relation parent-école. Il faut qu'il y ait un partage des valeurs entre les parents et l'école autour de l'enfant. Ce qu'on appelle parfois la coéducation, quel que soit le nom que l'on donne, est quelque chose d'essentiel. Et donc, que ce soit sur ce sujet, celui de la laïcité, ou sur d'autres, on doit créer cette complicité, qui normalement est assez forte à l'âge de l'école primaire, mais on note qu'il y a de plus en plus d'incidents de parents qui ont une attitude consumériste, et parfois violente, dès l'école primaire. C'est d'ailleurs un sujet qui m'inquiète un peu, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas à l'école primaire auparavant. Mais donc, oui, cette complicité parent-école est à rechercher. Et quand complicité il n'y a pas, quand au contraire on voit des conflits, il faut bien entendu agir. Donc c'est le sens de nos réactions institutionnelles désormais quand il y a un problème de ce genre. Et c'est pourquoi j'ai institué ces équipes auprès du rectorat, c'est-à-dire des équipes qui peuvent intervenir si localement l'équipe se sent impuissante par rapport à un phénomène de ce type. Je suis parfois intervenu personnellement dans des faits de ce genre, tellement j'étais révolté devant l'agressivité sociale ou sociétale qui s'exerçait vis-à-vis de professeurs. Et donc mon message vis-à-vis de l'institution, et c'est d'abord évidemment aux institutions de terrain comme les chefs d'établissement, les inspecteurs, c'est vraiment de créer ces conditions de dialogue avec les parents et de soutien aux professeurs. Et quand c'est trop difficile à faire, d'avoir recours au rectorat. On a installé dans chaque rectorat de France ce qu'on appelle le carré régalien, c'est-à-dire 4 équipes, une sur valeurs de la République et laïcité, une autre sur lutte contre la radicalisation, une troisième sur les violences en général, et une quatrième sur le harcèlement. Et c'est 4 sujets différents, mais évidemment on voit bien qu'ils peuvent être articulés et qui permettent d'avoir des interventions concrètes. Mon but, c'est vraiment qu'aucun professeur ne se sente seul face à ces phénomènes, et je sais bien qu'ils existent, et 2, qu'on ait des réponses pratiques, concrètes, et qu'ainsi on montre que le droit la force est du côté du droit, et que bien entendu la République sait se faire respecter au quotidien. Mais ça passe, et c'est aussi, je crois, l'autre sens de votre question, par des enjeux plus de dialogue aussi. Et donc c'est pour ça qu'on a multiplié les maisons des parents, les initiatives pour qu'il y ait parfois même des formations de parents d'élèves. Et tout ça nous renvoie aussi au sujet des politiques d'accompagnement des familles sur l'ensemble du territoire. Rachel Kahn. Oui, évidemment, cet événement est inconsolable, Samuel Paty. Je pense qu'on sera marqué à vie sur cette autorité. En plus, le professeur, c'est quand même celui dont on se souvient toute notre vie en réalité. Et face à cette sidération, on attend véritablement un sursaut collectif et forcément un sursaut de l'ensemble de l'administration, parce qu'il y a les professeurs, mais aussi l'ensemble de votre administration, monsieur le ministre. Et en fait, je me posais la question sur la transmission et l'accompagnement des élèves. Alors moi, dans cette maison, à France Culture, j'avais fait un podcast en fait sur « Ils ont pensé la laïcité ». Qui est ma petite participation aussi à l'histoire de Voltaire, de Jaurès, de Clémenceau, même Atatürk, sur ces questions de laïcité. On a rappelé cette liberté de conscience, nos principes fondamentaux, nos principes constitutionnels, et cette liberté fondamentale, cette liberté d'expression fondamentale, mais aussi, je crois qu'il y a toute cette question à articuler avec le devoir du citoyen et comment on apprend aux enfants les devoirs du citoyen, de respecter la loi et de respecter le civisme, nos civilités, notre urbanité. Et je me dis qu'il y a la laïcité, mais c'est obligatoirement en corrélation avec les connaissances, les mathématiques, la philosophie, le niveau scolaire, en fait, parce que c'est à la fois simple et en même temps très compliqué, ces principes de laïcité à faire comprendre aux enfants. C'est la nuance, la complexité, le discernement, esprit public et esprit critique. Et
et je crois, et même le niveau même en sport, parce qu'il y a l'école et puis il y a aussi les clubs. Moi, je suis présidente à la LICRA de la commission jeunesse et sport, ce qui se passe dans les clubs de sport aussi. Il faut le mettre en lien avec ce qui se passe à l'école. Et voilà, je voulais vous interroger sur la transversalité et sur, justement, vous parliez de complicité des adultes autour. Il n'y a jamais assez d'adultes autour d'un enfant, je pense. Et comment comment vous pensez cette articulation, en fait? Jean-Michel Blanquer. Je pense qu'en matière d'éducation, à chaque fois qu'on tire un fil, on emmène toute la pelote. Et c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que dès qu'on parle de laïcité, on peut dire en effet, à juste titre, que ça ne peut marcher que s'il y a un socle de connaissances suffisamment solide. Et il y a, à mes yeux, deux choses qui sont clés et qui vont notamment avec le français et avec les mathématiques, c'est-à-dire la culture, et déjà une culture commune, la culture du pays où nous sommes, la France, et la culture en général, la culture générale, celle qui se transmet dès l'école primaire et ensuite, et puis la logique. Et la logique, on voit à quel point c'est de plus en plus important dans un monde caractérisé par beaucoup de contre-vérités, beaucoup de volonté de dire des mensonges au travers des réseaux sociaux en particulier. Et donc on a besoin de doter plus que jamais les enfants d'un appareil critique, tout en ne se trompant pas. Et c'est là que ça devient subtil, puisqu'à force de dire il faut que vous soyez critique, on peut passer de l'autre côté du cheval, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire et là on passe au complotisme, c'est-à-dire toute pensée doit être mise en doute. Et alors dans ce cas-là, pourquoi pas aussi ce que dit le professeur. Donc c'est aussi avec beaucoup de subtilité qu'il faut passer ce message d'une pensée critique qui sache quand même s'arrimer à des encres certaines, à des encres solides, et notamment ce que transmet le professeur, justement. Tout ceci est à la fois simple et complexe. C'est simple à énoncer, complexe à établir. Ce que j'affirme, c'est qu'avec ce que l'on fait sur le français et les mathématiques en ce moment même à l'école primaire, on contribue à cette consolidation indispensable. Alors j'ai toujours beaucoup à lutter aussi contre l'effet la lenteur inévitable de ces processus. Donc, quand j'entends par exemple souvent dans les commentaires la France va très mal en mathématiques ou en français, c'est pas complètement faux puisque les dernières enquêtes internationales nous le montrent. Mais en même temps, je prétends, et avec quelques éléments de preuve, que depuis 4 ans maintenant, on est en train de remonter la pente. On est au début de cette remontée. C'est vrai notamment du niveau de français et de mathématiques des élèves de l'école primaire des territoires les plus défavorisés, parce que le dédoublement des classes de CP et de CE1 commence à produire ses effets. Ça se voit chez ceux qui sont actuellement en CM1 et en CM2. Tout ça est lent, tout ça n'est pas encore pur et parfait, loin s'en faut, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Et en tout cas, les objectifs doivent être poursuivis, c'est-à-dire consolider nos enfants de France en français et en mathématiques. Et en effet, quand on a la pensée claire et une certaine pensée logique, évidemment, on est beaucoup plus à même aussi de comprendre les valeurs de la République et d'avoir envie de les respecter, parce qu'on comprend que c'est l'intérêt général, tout simplement. Un mot sur ce qu'est la laïcité, sur ses fondements. Monique Cantos-Perber en a rappelé l'essentiel tout à l'heure. Quand on demande aux enseignants quelle est leur conception de la laïcité, ce qu'ils mettent derrière ce mot, ce qui a été fait il y a quelques mois par l'Institut IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, vous avez en mémoire, je pense, les résultats. On a 18% des enseignants qui considèrent que la laïcité revient à mettre toutes les religions sur le même pied. Et 32% des moins de 30 ans, des enseignants de moins de 30 ans, citent cette conception-là. Il y a donc du travail à faire, de formation. Aurélie Filippetti, oui, j'ai regardé justement ce sondage. Oui, tout à fait. Non, ce qui est frappant dans ce sondage, c'est qu'en fait, on peut dire en général les jeunes, enfin les gens de moins de 30 ans, qu'ils soient enseignants ou pas enseignants, ils ont une conception de la laïcité qui peut-être n'est pas exactement, au fond, conforme à ce qu'est concrètement le droit, mais sur lequel... C'est anglo-saxonne. Qui est plutôt anglo-saxonne, peut-être, mais enfin, je mettrai une nuance tout de même. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, de la loi de 1905, dans la loi de 1905, le mot laïcité n'existe pas. La loi de 1905, je crois que ça c'est important de le dire, c'est une loi qui articule la liberté et l'égalité. C'est ce qui rend possible en fait l'égalité dans un régime de liberté. Et moi quand j'enseigne, quand je fais ce cours sur la laïcité avec mes étudiants, parce que je le fais, à Sciences Po, je leur montre que c'est la loi de 1905 qui permet la liberté et l'égalité, la liberté de conscience et la liberté de culte, et l'égalité entre
d'abord ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, puis dans ceux qui croient, entre toutes les religions. Ça, c'est très important, parce que c'est comme ça qu'on articule cette notion très d'ailleurs française, de laïcité, avec le corpus, notre devise républicaine. Et ça décrispe un certain nombre de choses. Parce que c'est vrai qu'il y a des idées un peu fausses. Et il y a par exemple, moi j'ai eu des remarques d'étudiants qui me disent, mais en fait, la France est un pays qui interdit certaines manifestations religieuses. Non, la France est un régime de liberté, c'est-à-dire le principe, c'est la liberté de conscience, ce qui veut dire croire, ne pas croire, et la liberté de culte, ce qui veut dire pratiquer sa religion, et y compris dans l'espace public, tant que ça ne trouble pas l'ordre public. Donc ça, c'est très important. On a le droit d'avoir un signe religieux dans la rue, tant que ça ne trouble pas l'ordre public, les processions, alors Aristide Briand parle des processions, des soutanes, etc. Ça, c'est tout à fait autorisé. On est dans un régime de liberté. L'exception est très limitée. C'est évidemment tous les agents du service public. Donc la définition de ce que c'est le service public, ça c'est autre chose. Là, il y a cette obligation de neutralité. Pourquoi ? Parce que dans notre conception, on considère qu'au fond, rien ne doit être transcendant au principe de la République. Il n'y a pas de transcendance spirituelle qui soit plus haute que les savoirs qu'on doit transmettre. Et donc, en quelque sorte, cette neutralité, elle se justifie philosophiquement. C'est très beau, quoi, cette conception-là, qui met au fond le savoir comme étant finalement la valeur suprême de ce qu'on doit transmettre. Et puis, c'est bien aussi de comparer avec d'autres pays. Par exemple, ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne a une conception complètement différente, où, par exemple, vous devez déclarer chaque année votre religion. Et si vous n'êtes pas croyant, vous déclarez que vous êtes athée. Quand vous déclarez votre religion, vous payez un impôt sur la religion qui est prélevé par le Land et qui est reversé à l'institution religieuse de votre secteur. Mais vous n'avez pas le choix de l'institution. Il y a des cas célèbres qui ont été tranchés par la justice, par exemple de Français qui se sont retrouvés là-bas devant payer, qui n'étaient pas du tout d'accord, ils n'avaient pas du tout envie de participer au financement de telle ou telle institution religieuse proche de CGL. Ça ne correspondait pas à leur philosophie ou à leur vision de leur religion. Ils se sont retrouvés obligés de faire ça. De même, en Allemagne, certaines crèches, par exemple, qui sont gérées par des institutions religieuses, on peut licencier quelqu'un d'une crèche s'il a une attitude, par exemple, avoir un enfant hors mariage, qui contrevient au principe de la religion. Donc, on voit, quand on fait un pas de côté, en Italie, les crucifix sont autorisés dans les salles de classe, dans les écoles publiques. Et ça a été tranché même par la Cour européenne des droits de l'homme qui a rendu ça possible, en disant ça ne contrevient pas au principe, finalement, de la liberté religieuse. Et donc, voilà. Je considère que quand on fait ce petit pas de côté, on voit quand même tout ce que peut apporter notre système en France. Et je crois que surtout, ce qui est important, c'est de montrer aux élèves et aux étudiants que ça garantit notre liberté et notre égalité à tous. Voilà. Et notre fraternité. Et notre fraternité, bien sûr. Dominique Schnapper, présidente du Conseil des sages de la laïcité, notion qui reste, on le voit encore, débattue, dont il faut sans relâche rappeler les fondements. Un petit mot personnel, je fais partie d'une génération, celle éduquée dans les années 70, qui n'a jamais entendu prononcer à l'école le mot laïcité. Parce que vous n'habitez pas en Alsace-Moselle, Patrick Cohen. Non, je n'ai pas grandi en Alsace-Moselle, j'ai grandi en région parisienne. Dominique Schnapper. Oui, je voudrais d'abord dire que, effectivement, vendredi et samedi, hier et avant-hier, on a eu un moment d'unité républicaine, je crois, vraiment très majoritaire dans la plupart des institutions universitaires et académiques, enfin, dont j'ai pu avoir l'écho. Et il y a eu au ministère un moment où, avec les anciens ministres de gauche et de droite, on s'est tous retrouvés autour de ce moment des valeurs républicaines. Et il faut en rendre hommage à l'enseignement de Samuel Paty. Alors, je voudrais faire 2 ou 3 réflexions sur ce qui a été dit, puisque, en gros, tout ce qui a été dit, on ne peut qu'être d'accord, et en particulier sur le fait que la laïcité est un projet de liberté et d'émancipation par rapport à des pouvoirs de type religieux ou des pouvoirs prosélytes, d'une façon générale, en se fondant sur le savoir plutôt que sur les croyances. Reste que, comme vous l'avez signalé, Patrick, nous avons observé au cours de nos travaux la rupture de transmission à une certaine génération.
Alors, on pourrait longuement faire l'analyse pourquoi il y a eu cette rupture, mais quand j'ai été une ou deux fois à Poitiers, là où se forment les cas de l'éducation nationale, où j'ai fait des exposés du type de ceux que nous venons d'évoquer maintenant. Et je voyais s'ouvrir de grands yeux, avec des gens d'ailleurs qui étaient plutôt intéressés, qui trouvaient ça plutôt intéressant, mais qui visiblement n'avaient aucune espèce de formation sur le sujet. Alors, c'est pas seulement les universités, enfin les professeurs, c'est vraiment une génération pour laquelle... Enfin, on peut avoir beaucoup d'interprétations. Une des interprétations étant que, comme ça allait de soi, on n'en parlait pas. Parce que moi, qui suis d'une autre génération, malheureusement, au lycée, c'était les lycées de la République. On ne parlait pas du problème parce qu'il y avait une espèce d'intériorisation des règles habituelles. Alors, il y avait eu une petite discussion, j'ai un souvenir, sur le fait que l'aumônier fasse cours dans une salle du lycée ou bien d'une salle de... Enfin voilà, il y avait eu comme ça des petits... Mais enfin, on n'en parlait pas parce que ça va de soi, et maintenant, ça ne va pas de soi. Alors, je voudrais dire un mot sur le problème des minorités. Nous savons que les oppositions et les débats sur les conceptions de la laïcité, et qui divisent beaucoup, sont le fait d'une minorité. Bien sûr, la grosse majorité des enseignants ont d'abord un travail très difficile. Moi, je m'imagine toujours devant des classes telles qu'on les décrit, et je ne suis pas du tout sûre que je serais capable de maîtriser cet enseignement. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui, sur le terrain, les chefs d'établissement, les professeurs, qui sont face à des situations difficiles, la façon dont ils réagissent. Donc, c'est pas du tout pour donner des conseils, parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui se coltinent la réalité quotidienne de l'enseignement. Mais le fait que les opposants soient une minorité n'épuise pas leur sens, parce qu'il y a cette minorité, mais c'est une minorité active, qui a la dynamique envers elle, et il y a une grande majorité qui n'est pas pour, mais qui reste très, très passive, de sorte que les minorités actives, on le sait depuis longtemps par la psychologie sociale, peuvent avoir une influence qui est tout à fait disproportionnée par rapport à la représentation statistique. Et comme nous sommes obsédés par les sondages, nous avons tendance à nous protéger du problème en disant c'est une minorité, ce qui est indiscutable. Mais encore une fois, la représentation statistique n'est pas la seule façon de mesurer l'importance politique d'un phénomène, et même d'un phénomène intellectuel. Alors, nous essayons au Conseil des sages de donner les instruments intellectuels nécessaires pour ceux qui sont sur le terrain. Mais je voudrais dire un mot fondamental pour prendre la suite de ce qu'a dit Aurélie. Là, ce qui est constitutif de l'idée démocratique, c'est la séparation du politique et du religieux. Et toutes les démocraties respectent ce principe de séparation du politique et du religieux. À savoir, on est également citoyen, quelle que soit son appartenance à une église ou sa non-appartenance à une église. Moyennant quoi, c'est un principe qui se met en œuvre concrètement dans les institutions de façon très différente. Et en gros, pour simplifier beaucoup, il y a un peu deux traditions. Il y a la tradition qu'on appelle anglo-saxonne, mais à laquelle l'Allemagne fédérale à laquelle elle s'est conformée, puisqu'elle a été formée au fond, c'est la démocratie allemande a été formée par l'occupation américaine, grosso modo, et l'influence américaine. Et donc ça, c'est une tradition qui est l'égalité de toutes les religions, la liberté religieuse comme première dimension, et des formes de collaboration dans la vie sociale qui, pour nous, sont critiquables, enfin qui sont d'une autre conception. Il me paraît normal, comme vous savez, que le président des États-Unis prête serment sur la Bible, qu'on sache quelle est l'affiliation religieuse de tous les hommes politiques, que d'ailleurs les groupes religieux ont des lobbies et ont une action en tant que telle. Ça fait partie du mode de séparation. Il reste le principe fondamental de ce que les Américains appellent le mur de séparation. Et puis il y a la tradition dont nous sommes les héritiers, et comme dirait Ricoeur, que vous avez cité, Monique, nous
nous avons droit à la continuité historique. Et la continuité historique, c'est la forme, c'est la laïcité, qui est la forme française de cette séparation du politique et du religieux, avec toutes les conséquences qui en sortent, qui est un projet de liberté et d'émancipation, comme on l'a très bien déjà dit là, mais dont les formes de séparation sont héritées d'un siècle de conflit entre la République et la légitimité monarchique et religieuse, enfin de l'Église catholique, tout au long du XIXe siècle, qui a été pacifiée par la loi de séparation des églises et de l'État, où le mot laïcité n'est pas prononcé, mais qui pose le principe de la séparation des églises et de l'État, et qui a assuré... et nous avons droit... parce que si nous voulons continuer à exister comme une forme particulière de démocratie libérale, de respecter les règles qui nous ont été ainsi transmises. Qui veut poursuivre? Merci Dominique Schnapper. Jean-Michel Blanquer. Je pense que de ce point de vue-là, on a effectivement quelque chose qui est quand même universel, c'est-à-dire ce que vient d'exposer Dominique Schnapper. Hein. On peut parler de sécularisme plutôt que de laïcité, pour dire que quand même la séparation entre le temporel et le spirituel, elle a quelque chose de compréhensible par tout un chacun dans le monde. Dans le monde démocratique. Dans le monde, oui, mais même dans le monde pour ceux qui se battent pour la démocratie. C'est-à-dire que... parce que moi, il y a une chose contre quoi je lutte, c'est ceux qui cherchent à ringardiser la laïcité. À faire comme si c'était quelque chose, passez-moi l'expression, de franchouillard, de désuet, un truc de vieux français. Or, ça n'est pas le cas. D'abord, la laïcité, même avec ce mot-là, elle s'est très bien exportée à certaines époques. Atatürk a été cité tout à l'heure. Moi qui connais assez bien l'Amérique latine, je peux vous parler de l'Uruguay ou d'autres pays où d'ailleurs le mot... Le Mexique, bien entendu, et bien d'autres d'ailleurs où c'est quelque chose qui se comprend, même s'il peut y avoir certains pays où il y a des concordats et autres, mais en tout cas, c'est pas quelque chose d'incompréhensible, c'est pas un bidule français qui serait inaccessible à un non français, c'est pas vrai. La laïcité, ça fait partie de ces enjeux universels qui ensuite, évidemment, peuvent se décliner d'une manière ou d'une autre d'un pays à l'autre. Et après, bien entendu, il ne s'agit pas de dire que la loi de 1905 doit être universelle, mais il s'agit de dire que le thème, la grande question, une des grandes questions du politique qui est de distinguer le religieux du politique, elle se pose, je dirais, depuis toujours. Même les rois de France avaient à se la poser tout en étant catholiques et fidèles à cette foi. Donc c'est très important parce qu'il se joue quelque chose dans ce débat-là, et souvent d'ailleurs depuis les États-Unis, sur le fait, en quelque sorte, et on le voit par exemple dans le New York Times, dans une volonté de faire de la France quelque chose de vieillot et de dépassé. Et ce n'est pas vrai. Je dirais même que c'est l'inverse. C'est-à-dire que je pense que ce qui vient de France en la matière est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour tous les pays du monde. Encore une fois, non pas parce qu'on pourrait exporter telle quelle notre vision, certainement pas. Mais en revanche, dire que oui, cette distinction est importante, que la neutralité du service public, ça n'est pas rien, et que si on veut que toutes les religions soient respectées, eh bien il est bon qu'il y ait un principe qui ressemble au sécularisme ou à la laïcité, ça me paraît quelque chose de très moderne, et même, je dirais même, la condition de la paix sociale et de la fraternité dans chaque société. Donc le ringard, c'est pas nous. Les sociétés qui vont aller mal sont les sociétés où on laisse aller beaucoup trop loin le communautarisme. Et donc c'est aussi ça qui se joue derrière le débat de la laïcité. Je ne considère pas que les États-Unis ont aujourd'hui une société qui va bien. Elle se polarise. Beaucoup d'écoles sont des écoles qui reflètent le communautarisme ou qui reflètent même les courants de pensée, les divisions de la société américaine. C'est l'exact contraire de ce que nous voulons dans l'école de la République. Où ce qu'on veut, c'est justement on se réjouit de la diversité des profils et des personnes. Et bien, dans d'autres pays, j'ai pris l'exemple des États-Unis, c'est pas ça qui se passe. Et bien, je pense que ce modèle-là, le leur, lui, a des questions à se poser. Le nôtre aussi, il faut toujours se questionner, bien entendu, mais la laïcité est extrêmement moderne. Monique Ranthaus-Sperber. Trois points rapidement, parce que les échanges sont d'une très grande richesse. D'abord, sur dernier point, sur cette loi de laïcité, en effet, liberté, mais je dirais, en plus de l'égalité et de l'émancipation, neutralité de l'État. C'est vraiment l'article 2 de la loi. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En quelque sorte, l'égalité est la conséquence de cette neutralité. Or, cette neutralité, ça veut dire deux choses très précises. Exigence
du respect des normes communes qui permettent de vivre ensemble de manière pacifiée et en maximisant en quelque sorte l'espace de liberté de chacun, mais dans le respect des normes communes. Et puis, d'autre part, garantir à tous la jouissance de son espace de liberté. Donc, reconnaissance de la croyance, mais reconnaissance de l'incroyance tout autant. La République protège l'incroyance. Elle protège le croyant qui manifeste sa croyance dans l'espace public. Elle protège l'incroyant qui publie des caricatures anti-religieuses. Alors, je reviens sur ce point parce que si un événement aussi tragique s'est passé il y a un an, c'est parce que Samuel Paty, faisant son travail de professeur, a cherché à expliquer à ses élèves, a voulu expliquer à ses élèves pourquoi la justice n'avait pas condamné Charlie Hebdo qui avait publié ces caricatures. Et c'est très important que les élèves le comprennent pour comprendre ce que sont les lois de la République française. Pourquoi la justice n'a-t-elle pas condamné les caricatures de Charlie Hebdo ? Eh bien parce que la loi condamne les attaques ou les injures ou les incitations à la haine à l'égard des croyants, des personnes. Elle ne condamne pas les attaques à l'égard de la religion, parce qu'on considère dans notre pays que la religion, quel que soit encore une fois l'engagement religieux extrêmement profond que chacun de nous peut avoir, a trait à des entités abstraites, à des questions controversées. Et si des caricatures peuvent violemment blesser les adeptes de la religion concernée, elle sera totalement indifférente et peut-être même provoquera un sentiment de satisfaction chez ceux qui ne la partagent pas. Donc dans la mesure où il n'y a pas uniformité de l'appréciation du tort, il ne peut pas y avoir condamnation. Ça, c'est une chose importante. Et l'autre chose, c'est que ce n'est pas parce que les caricatures anti-religieuses sont permises, dans la mesure où elles ne s'attaquent pas aux croyants, qu'elles sont héroïsées. Elles ne sont pas l'incarnation et la manifestation suprême de la liberté d'expression, bien évidemment. Et nul ne l'a mieux expliqué que les survivants de l'attentat de Charlie, lorsqu'ils ont témoigné au tribunal. Et ils ont bien dit, et l'actuel directeur de Charlie Hebdo a bien dit, nous ne sommes pas des héros. Simplement, à certains moments, pour rappeler la force et la cohérence des lois de la République, il est nécessaire de montrer qu'on peut aller jusque-là. Et qu'on peut aller jusque-là en toute légalité. D'une certaine façon, comme disait Christopher Hitchens, si à un certain moment vous n'allez pas trop loin au bord de ce qui est possible, vous n'irez pas assez loin. Il est important qu'il y ait de temps en temps ce signal de rappel. Ça ne veut pas dire que c'est l'accomplissement suprême de ce qu'on peut dire sur les religions, bien évidemment. Et c'est une chose qui est absolument essentielle pour faire comprendre aux élèves, parce que j'ai lu les mêmes sondages que vous et j'ai vu que beaucoup de professeurs, beaucoup d'élèves ne comprenaient pas pourquoi le blasphème n'était pas puni par la loi. Je pense que rappeler ces distinctions est essentiel. Alors, j'aurais voulu rajouter quelques réflexions sur le républicanisme et la ségrégation. Alors, on va y venir, mais sur ce point et sur ce que vous avez rappelé de l'enseignement de Samuel Paty, je voudrais interpeller Jean-Michel Blanquer là-dessus, parce que j'ai été troublé en voyant dans le document du ministère destiné aux enseignants pour cette commémoration, j'ai lu ceci: ce temps d'échange, le temps d'échange qui était prévu vendredi dans tous les établissements, doit porter sur les questions que pose cet assassinat sur le rôle et la place du professeur, etc. Mais il n'a pas vocation à revenir sur ce qui s'est passé il y a un an. Or, Samuel Paty est mort d'un mensonge, d'une campagne calomnieuse lancée contre lui sur les réseaux sociaux notamment, et de ce que vient de rappeler précisément Monique Cantos-Perberd, et puis aussi de la désignation par des élèves devant son collège. Est-ce qu'il n'était pas utile et intéressant pour les enseignants, à l'occasion de cette commémoration, de rappeler tout cela, Jean-Michel Blanquer? Alors d'abord, merci d'avoir rappelé ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le but était notamment de parler de la place du professeur. Cette phrase signifie tout simplement que le but n'est pas d'être sur les circonstances exactes et d'être dans une espèce de reconstitution des faits qui n'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est surtout le sens de ce qui s'est passé. Mais bien entendu, il y avait une très grande liberté de le faire. Mais je pense que c'était pour indiquer une direction, et cette direction, c'était la direction d'avenir, je dirais. Parce que nous le disons les uns et les autres au micro depuis tout à l'heure, l'assassinat provoque une sidération, il provoque quelque chose de très négatif en nous. Or, nous devons aujourd'hui être capables de faire quelque chose de cela. Si nous ne faisons pas quelque chose de cela, nous aurons d'une certaine façon donné raison aux terroristes. Autrement dit, si nous laissons triompher la peur,
la division ou le ressassement, nous serons d'une certaine façon victimes de ce qui s'est passé. Et ce que l'on doit rechercher aujourd'hui, c'est comment construire l'avenir. Quand hier et aujourd'hui, les choses se passent avec beaucoup de dignité et avec très peu d'incidents, c'est évidemment un point positif. Et c'est d'une certaine façon ce que nous devons à Samuel Paty lui-même, c'est-à-dire ne pas se laisser emporter par l'adversité. 98 incidents, avez-vous dit, recensés vendredi. Oui, c'est une donnée qu'on va peut-être encore consolider. Vous pensez que tout remonte et tout est signalé au ministère ? En tout cas, de plus en plus. Bien sûr, je ne peux pas prétendre que tout... Enfin, en tout cas... Vous savez que les chefs d'établissement préfèrent gérer en interne ce genre de situation. C'est ce qu'on dit souvent. Je crois que c'est de moins en moins vrai. D'abord, je veux aussi dire mon soutien aux chefs d'établissement. Nous l'avons beaucoup dit aux professeurs. Leur rôle n'est pas plus facile. C'est au quotidien une tâche complexe. Ça dépend d'ailleurs des endroits. Mais il est très clair pour tous les chefs d'établissement de France que la doctrine n'est pas le pas de vague. J'ai dit sur ce sujet comme sur d'autres sujets de violence ou d'autres qu'aucun établissement n'était désormais évalué sur le nombre de signalements qu'il faisait, que ça pouvait même être le contraire, c'est-à-dire la franchise, la lucidité sont récompensées, si je puis dire, en tout cas sont valorisées dans le système. Et par contre, quand on voit que quelque chose qui devait être signalé ne l'a pas été, là, nous réagissons. Et donc, le thermomètre est de plus en plus fiable, je dirais. Et de toute façon, il y a le thermomètre précis et puis il y a le ressenti. Vous le voyez déjà que le ressenti d'hier et d'avant-hier est un ressenti, je dirais, positif. C'est-à-dire il y a eu de la sérénité et il y a eu du travail de fait. Est-ce que tout est parfait ? Je ne le prétends évidemment pas. Et d'ailleurs, on va pouvoir faire un retour d'expérience de nouveau. Mais je pense qu'on a justement réussi à ce que ça aille dans le bon sens, en laissant aussi beaucoup de créativité, y compris d'ailleurs artistique et autres, aux professeurs et aux élèves, plutôt que d'avoir une consigne extrêmement précise. Aurélie Filippetti. Oui, je voudrais revenir un petit peu justement sur ce que l'on doit aussi au siècle des Lumières et à la Révolution française, qui en est en quelque sorte l'aboutissement ou la traduction politique. C'est que c'est au moment de la Révolution que se traduisent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la fois évidemment la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de communiquer ses opinions, de les exprimer à l'oral, à l'écrit, etc. Et puis la liberté religieuse, la liberté de croire et de ne pas croire. Et on sortait évidemment d'époques où la pression de l'Église et de l'Église catholique sur la société était extrêmement forte. Évidemment, Voltaire avait le chevalier de la barre, etc. Donc on sortait de ça. Et aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on arrive à transmettre aux élèves, c'est l'articulation des deux. Oui, la liberté de conscience, ça va avec la liberté d'expression. La liberté d'expression, évidemment, elle trouve ses limites, comme d'ailleurs toutes les libertés, enfin voilà, il y a des limites qui sont définies par la loi et en fonction d'un certain nombre de principes. Mais en revanche, comme le disait Monique Cantos-Perber, invoquer un quelconque blasphème, c'est le simple mot de blasphème nous place déjà dans un ordre cognitif, philosophique, qui n'est plus celui de la République, qui passe dans un ordre spirituel. Et donc, c'est ça qui est évidemment très compliqué d'expliquer. C'est qu'on doit rester dans le cadre, justement, non seulement des lois et des principes de la République, mais en fait, la France, c'est le pays qui dit, en fait, il n'y a rien qui est au-dessus des règles, des lois, des principes que la société décide de se donner à elle-même. Donc voilà, et c'est contraire évidemment à ce que pensent beaucoup en tout cas les institutions américaines, c'est pas du tout ça, puisqu'effectivement les institutions américaines placent le politique sous une ombre portée qui est celle de la religion. D'où le serment sur la Bible, et d'où aussi en fait qu'aux États-Unis aujourd'hui, on est plutôt dans un régime de tolérance, c'est-à-dire en fait toutes les religions sont acceptées. Ce qui est le moins accepté aux États-Unis, c'est l'athéisme. Si peut-être que vous êtes athée aux États-Unis, on vous regarde avec des gros yeux, comme si en fait il vous manquait quelque chose en quelque sorte. Et ça, c'est extrêmement signifiant. Et en fait, oui, la France est dans une situation un peu particulière. Parfois, d'ailleurs, on peut remarquer que la Cour européenne des droits de l'homme a une
une vision un peu plus proche de la vision américaine que de la vision française, voilà, et que donc on est dans ce dialogue et c'est important d'expliquer ça, de l'expliquer aux élèves. Encore une fois, c'est pas facile, donc on peut aussi avoir le temps de la discussion et de la dialectique, en fait. Alors, vous avez fait réagir tout le monde. Qui veut réagir? Rachel Kahn. C'était juste sur les questions d'universalité. Et aussi des principes que l'on pose. J'ai l'impression qu'en fait, il faut peut-être rappeler aux plus jeunes. Et lorsque je vais, moi, souvent en détention, en fait, je reprends peut-être un peu l'histoire au début. Nous sommes tous intolérants. Nous avons tous vécu une histoire mondiale de chaos. Et c'est parce qu'il y a eu, en fait, ces traites, ces intolérances, ces guerres de religion, etc., qu'il en est sorti les Lumières et des traités et des textes qui sont eux aussi universels. Le chaos est universel, les textes sont universels, parce que cette ringardisation permanente, cette génération offensée, la création des boucs émissaires, aussi le pas de vague, ces silences qui nous tuent aujourd'hui, peut-être que c'est parce qu'on ne reprend pas l'histoire depuis le début. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à se comprendre et qu'il y a une cassure, une fracture véritable dans les générations. Jean-Michel Blanquer, ça existe dans les établissements scolaires, des enseignants qui, par principe, ne veulent pas heurter leurs élèves. Oui, c'est le sens aussi, et pardon de faire allusion à cet élément d'actualité, le sens des déclarations toutes récentes du député insoumis Alexis Corbière, qui ont été très, très commentées, très critiquées ces derniers jours. Oui, c'est la montée d'une tendance dans le monde entier, enfin dans le monde occidental en tout cas, c'est-à-dire le critère de ne pas heurter. Et c'est un peu ce que viennent de dire à la fois Aurélie Filippetti et Rachel Kahn, c'est-à-dire le risque d'une diminution de la liberté d'expression à force d'avoir comme critère le fait de ne pas offenser autrui ou de ne pas offenser Dieu. Alors là aussi, on arrive dans des choses subtiles, puisque la diffamation, l'insulte, ce sont des concepts qui existent aussi, et en effet, on ne doit pas diffamer ou insulter. Par contre, on a le droit d'offenser à partir des idées. En gros, la distinction, c'est quand même, on ne doit pas attaquer une personne, mais on a le droit de débattre des idées. Ce sont des concepts finalement qui peuvent se comprendre assez facilement, mais qui sont un peu oubliés. Et parfois, par exemple, le mot de respect est dévoyé, parce qu'à force de l'utiliser, on finit par dire qu'on n'a plus le droit d'avoir dans son champ auditif que les choses qui nous paraissent non offensantes. Et c'est évidemment impossible. Et à la fin, on finira par tuer la démocratie si on va sur cette pente-là. C'est compliqué, parce que par ailleurs, évidemment qu'on doit promouvoir les valeurs de respect, que bien entendu, c'est moralement mieux de ne pas offenser autrui, et ainsi de suite. Mais on doit là aussi faire une distinction entre ce qui est moral et ce qui est juridique. Et puis on doit réussir à ce qu'il y ait une autre mentalité qui s'impose. Parce que là où je suis vraiment profondément d'accord avec ce que vient de dire Rachel Kahn, c'est que tout ceci a une histoire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui tomberait de la précédente génération. Si nous sommes nous, la République française, humaniste, en mettant l'être humain au centre de nos raisonnements, en considérant que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est pas parce qu'on a pondu ça la semaine dernière. C'est en effet le produit d'une très longue histoire. Et cette longue histoire, ce que nous devons aux générations futures, c'est d'en profiter, si je puis dire, et de l'enrichir, bien entendu, de la faire évoluer. Ce ne sont pas des dogmes totalement fixes, mais il y a quelques principes qui sont totalement intangibles si on ne veut pas créer justement du chaos dans le futur. On voit bien, j'utilise souvent le terme de force de fragmentation. Il y a des forces de fragmentation qui sont à l'œuvre et qui cherchent à définir les gens par autre chose que leurs conditions humaines, et qui mettent cette définition au-dessus de la condition humaine. Et donc la guerre des identités, la guerre le concours à la victimisation, tous ces phénomènes qui ont pris maintenant un tour extrêmement grave aux États-Unis, nous arrivent en Europe, même dans des pays comme l'Angleterre. La France est typiquement le pays qui va à l'inverse de ça. Et c'est pas pour rien que nous sommes ciblés par le New York Times que je citais tout à l'heure, ou d'autres entités qui voient très bien que, en effet, le modèle français, c'est le modèle antinomique par rapport à cette approche du monde. Mais soyons très lucides sur cela. Et moi, je suis pas pessimiste sur le sujet des nouvelles générations, parce que dès que j'ai ce genre de débat avec des élèves,
Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent, les élèves? Ils veulent un monde de générosité, ils veulent un monde de fraternité, ils veulent évidemment un monde de paix, et ils ont simplement besoin d'avoir la bonne grille de lecture sur ces questions. Dès qu'on commence à expliciter les enjeux, on arrive assez aisément à s'entendre sur un socle, je dirais, républicain. C'est donc, on a un sujet d'explicitation. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que précédemment, c'est-à-dire dans votre génération, par exemple, qui pourrait être à peu près la mienne, la laïcité, par exemple, était totalement implicite. Mais elle était implicite parce qu'elle était évidente. Et à force de la considérer comme évidente et implicite, on ne l'a pas assez explicitée et elle s'est fragilisée avec le temps. Et donc, désormais, il faut la reconsolider par l'explicitation. Dominique Schnapper. Juste, j'avais mis en garde contre la signification des chiffres, mais tout de même rappeler deux chiffres de l'enquête de la LICRA. C'est que 52% des élèves avant le baccalauréat sont favorables à ce qu'on puisse porter des signes religieux à l'école, c'est-à-dire sont hostiles à la loi de 2004, dont toutes les enquêtes et toutes les expériences montrent qu'elle a pacifier les relations à l'intérieur des établissements scolaires. Et un autre chiffre qui est 49% des enseignants qui disent s'être auto-censurés. C'est-à-dire que cette majorité d'enseignants qui sont proches des positions républicaines sont dans une situation où ils se sentent obligés d'être auto-censurés. Et donc, le problème de la transmission à la jeune génération, je suis tout à fait d'accord que tout ça, c'est l'héritage d'une histoire. Et j'ai parlé de droit à la continuité historique dans notre conception de la laïcité. Mais il faut bien voir qu'il y a un problème de même de transmission aux générations les plus jeunes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est comme la conception qu'on appelle grosso modo anglo-saxonne, qui est basée sur l'idée de tolérance les uns des autres, elle est très adaptée à l'esprit du temps démocratique. Ce que nos collègues politistes appellent le libéralisme culturel des élites, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus chic d'être tolérant que d'avoir des principes un peu fermes. Et donc, elle est portée par l'esprit du temps, et il ne faut pas sous-estimer la force de l'esprit du temps. Et il faut tout de même poser tout ça dans une dimension politique. La laïcité a toujours été un problème politique. La loi de 1905, c'était contre l'influence politique de l'Église catholique. Ce n'était pas contre l'Église catholique comme projet spirituel, mais c'était contre son action comme influent les manières de penser, et donc c'était une dimension politique. Et la laïcité française, il faut la voir dans une conception plus globale, qui est l'attaque contre la démocratie. Et je suis très frappée du fait que le terrorisme en Angleterre se fait contre des parlementaires, parce que c'est le Parlement qui est au centre de la démocratie britannique. Chez nous, elle se fait beaucoup à l'école, parce que l'école républicaine est plus intégrée dans le projet de la citoyenneté française qu'elle ne l'est dans d'autres pays. Et que tenir bon sur ces principes, c'est une façon de tenir bon sur la défense de la démocratie par-delà des choix particuliers sur tel ou tel problème. Monique Cantos-Ferber. Alors, juste très court, tout cela vient de notre idéal républicain. Alors, juste un mot à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire l'idéal républicain? L'absence de privilèges, l'absence de discrimination, pas de place réservée, pas de tribu. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est la clé de l'émancipation. Pas de discrimination. Et la discrimination, elle se mesure à des faits, à des intentions, à des effets. Elle ne se mesure pas au ressenti des personnes qui sont en face et qui se sentent discriminées et qui, pour justifier ce sentiment, traquent la réalité et essaient de voir des signes de racisme partout. La lutte contre les discriminations est à mener, ça c'est certain, et c'est bien d'être vigilant sur ce point, mais en se basant sur les faits. Je pense que c'est une boussole qui peut véritablement régler les choses. Et alors, pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais il est vrai que je n'ai pas parfaitement compris cette image qui illustre les bienfaits de la laïcité en comparant Sacha et Alia dans la piscine. Vous dites la laïcité leur permet d'être dans la piscine. Alors mais ça, pour moi, c'est pas la laïcité qui leur permet, c'est l'école républicaine qui donne aux filles la chance d'avoir les mêmes activités que les garçons, de faire de la technologie, de faire de la mécanique et de faire de la natation. Donc je dirais République plutôt que laïcité. Monique aborde le sujet polémique à la dernière minute, que dis-je, dans les 5 dernières secondes de l'émission. Jean-Michel Blanquer, c'est la campagne qui a été lancée en septembre. Oui, j'invite chacun à la regarder d'ailleurs, et puis à regarder
regarder à partir du QR code qui est sur chaque affiche, tous les approfondissements que permet l'affiche. Je rappelle qu'au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, on a beaucoup reproché à l'institution de ne pas aller assez vers les élèves pour expliquer la laïcité. Et on disait, vous dites des choses trop compliquées, des choses d'adultes, des choses juridiques. Il y a donc eu tout trop abstraites. Donc on a fait tout un travail pour aller vers les élèves. C'est une campagne pour les élèves, pour leur dire non pas que c'était une définition juridique de la laïcité que cette campagne, mais qu'il y avait des conséquences en chaîne. Et c'est un peu ce que vient de dire. En gros, c'est le vivre ensemble que vous avez illustré. Oui, je n'aime pas beaucoup cette expression. Bah oui, mais c'est ça que ça montre. Non, ce que ça montre, c'est qu'on est drôlement content de pouvoir avoir une école de la République où on fait les mêmes choses ensemble, en effet, ce qui est un des effets indirects de la laïcité. Et en effet, la laïcité, elle fait que vous ne pouvez pas invoquer des règles religieuses pour ne pas aller à la piscine. Donc oui, c'est un effet indirect. Donc j'invite chacun à approfondir et ils verront le sens profond de cette campagne. Merci à vous Jean-Michel Blanquer et merci à vous toutes, Aurélie Filippetti, Dominique Schnapper, Monique Cantos-Perber, Rachel Kahn. L'émission a été préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc-Jean Reynaud, avec à la technique Ludovic Auger. Dans un instant, les bonnes choses. France Culture. L'esprit d'ouverture. Votre vie, votre avenir, vous les voyez comment ? Arte et France Culture s'engagent avec Et Maintenant, un questionnaire et un festival tourné vers l'avenir. Rendez-vous sur etmaintenant-lequestionnaire.fr pour répondre aux 130 questions et donner votre avis sur la société d'aujourd'hui et vos priorités pour demain. Politique, famille, environnement, travail, toutes vos réponses seront analysées par une sociologue. Et maintenant, le Festival international des idées de demain. Une initiative Arte et France Culture avec le soutien de l'Agence nationale pour la recherche. Midi et 50 secondes sur France Culture. Voici Caroline Brouet. Bonjour Caroline. Les bonnes choses avec une chef brésilienne.